Bienvenue à ce 20h, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Dans l'actualité, le mercredi du Conseil des ministres qui accouche aujourd'hui, entre autres, d'une décision de création de l'Académie logistique de Ouidah pour une plus grande professionnalisation des armées. La date pour l'élection des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin au titre de la mandature 2025-2030 est aussi fixée. Plus de 2 semaines déjà que les enfants ont repris le chemin des classes avec un retour à plusieurs risques encourus sur le trajet, comme par exemple des accidents dus aux traversées quotidiennes de la route. Vous allez le voir, plusieurs parents nourrissent chaque instant des prières pour un retour sain et sauf de leur progéniture. Et puis hors de nos frontières, le Sénégal où les législatives pourraient voir se répéter le scénario des présidentielles, Macky Sall est désigné tête de liste de l'une des coalitions de l'opposition. Le tour hors du Bénin nous conduit aussi en Tunisie et en Russie. Ouvrons tout de suite ce journal par le traditionnel acte de mercredi, la rencontre des membres du gouvernement qui s'est tenue ce 2 octobre. Le Conseil des ministres choisit la date de tenue des élections des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre de la CCI Bénin au titre de la mandature 2025-2030. Il décide aussi de la création de l'Académie logistique de Ouidah, un centre qui s'inscrit dans une vision de sécurité du Bénin, de la sous-région et même du continent entier. Le détail dans le compte-rendu hebdomadaire du porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 2 octobre 2024 sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord d'établissement du Global Green Growth Institute, GGGI. Le GGGI est nanti du statut d'organisation internationale intergouvernementale depuis octobre 2012 et travaille avec de nombreux pays à travers le monde pour promouvoir la croissance économique durable. Il en est de même s'agissant de la lutte contre le changement climatique. Cette institution fournit également des conseils techniques en mobilisant des financements et en facilitant le partage de connaissances et de bonnes pratiques. L'adhésion de notre pays à son accord d'établissement lui permettra de se faire accompagner en vue notamment du développement du cadre réglementaire et institutionnel pour faciliter la monétisation des actifs nationaux liés au carbone. En point 2, création de l'Académie logistique de Ouidah et approbation de ses statuts. Pour faire efficacement face aux défis sécuritaires en Afrique, et plus particulièrement dans notre sous-région, une plus grande professionnalisation des armées est requise, notamment à travers le renforcement de capacités des personnels en matière de logistique. À cet effet, notre pays a engagé des discussions avec des partenaires européens en vue de la mise en place d'un centre de formation répondant aux normes et standards internationaux. D'où la création de la présente académie basée à Ouidah et dont les statuts ont été, par la même occasion, adoptés. Elle sera ouverte au personnel des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'au personnel civil spécialisé dans une des fonctions de la logistique. Au nombre des mesures normatives, il a été également adopté le décret portant convocation du corps électoral le dimanche 5 janvier 2025 pour l'élection des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, au titre de la mandature 2025-2030. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé sous cette rubrique. La célébration au Bénin, le 5 octobre 2024, de la 31e Journée mondiale des enseignants, de même que l'organisation au Bénin, du 2 au 4 octobre 2024, de la 19e réunion des ministres chargés des télécommunications, TIC, digitalisation et de la poste de la CEDEAO, du 6 au 8 octobre 2024, de la 6e édition de la Journée mondiale du coton, du 17 au 19 octobre 2024, du 3e congrès des soins palliatifs et de la 4e Journée mondiale des soins palliatifs, de la 27e édition de la Journée nationale de mobilisation pour la lutte contre les troubles dus à la carence en iode, le 27 octobre 2024 dans la commune de Kandi, du 27 au 29 octobre 2024, des premières journées scientifiques
de la Société béninoise de néphrologie. Du 21 au 23 novembre 2024, du 3e congrès de la Société béninoise de rhumatologie. Du 5 au 7 décembre 2024, du 4e congrès international de la Société béninoise de cardiologie, conjointement avec le 3e congrès international de l'Association des sociétés de cardiologie de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il a été, par ailleurs, autorisé la participation du Bénin au séminaire d'orientation à l'intention des membres africains élus au conseil d'administration du Bureau international du travail à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 9 au 11 octobre 2024. À la 53e session ordinaire du conseil d'administration de l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, prévue du 21 au 25 octobre 2024 à Yaoundé, au Cameroun. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, M. Caliste Akweyon Dosukoko est nommé greffier en chef à la Cour suprême. Je vous remercie. En bref, l'affaire de tentative de coup d'État qui continue toujours d'être élucidée par la justice. Hier mardi, les présumés co-auteurs ont été auditionnés par le procureur spécial Près-la-Criette et présentés au juge d'instruction et au juge des libertés. À l'issue de l'audition, la décision est tombée au beau milieu de la nuit dernière. 3 des 7 concernés ont été inculpés de plusieurs chefs d'accusation et déposés en prison en attendant leur procès. L'affaire est donc à suivre. Et toujours par rapport à cette actualité, la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin réagit à travers un communiqué attaché aux valeurs démocratiques et à la préservation des institutions de la République. Elle condamne fermement toute tentative d'atteinte à la sûreté de l'État ainsi que l'usage de la force dans l'espace politique. La coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin exprime son soutien au président Patrice Talon dans la poursuite des réformes économiques et politiques. Elle invite toutes les forces politiques et sociales ainsi que les membres de la diaspora à faire preuve de responsabilité et à privilégier le dialogue et la concertation dans l'intérêt supérieur de la nation. Des Béninois de la diaspora pourraient bientôt prendre part à la réunion régionale de gestion de 24 pays de l'UNICEF. L'événement aura bientôt lieu au Bénin. Le nouveau représentant pays de l'UNICEF est allé en faire l'annonce à la vice-présidente de la République hier. Au sortir de son audience, Ousmane Nyang se livre au micro d'Alexandra Djotan et Jean Nobima. Je suis très honoré et très content d'être reçu par son Excellence, la vice-présidente du Bénin. L'objet de la réunion était non seulement une visite de courtoisie, me présenter, mais aussi discuter et annoncer l'arrivée prochaine de la directrice générale adjointe de l'UNICEF, du directeur régional de l'UNICEF, dans le cadre de la réunion régionale de gestion de l'UNICEF qui regroupera les 24 pays. Et ça se déroule ici à Cotonou. On est très satisfait de la collaboration, très satisfait de son engagement pour la réalisation des droits des enfants au Bénin. Je voudrais remercier son Excellence, Madame la vice-présidente, qui nous a reçus. Donc c'est un grand honneur. Une autre annonce à présent. Si vous rêvez d'être actionnaire de la Loterie nationale du Bénin, la balle est dans votre camp pour passer du rêve à la réalité. Du 7 au 23 octobre prochain, la LNB est en pleine opération de cession d'une bonne partie de ses actions avec possibilité de clôture anticipée. L'opportunité est offerte à toute personne physique ou morale d'avoir des parts au sein de la LNB, une société qui depuis ce 1er octobre a fait son entrée sur le marché financier international. Marcel Arrossi et Simon Villon pour les détails. Dans le portefeuille de l'État, l'entreprise qui a le plus suivi le pas, qui a fait le plus de résultats, c'est quand même la Loterie nationale du Bénin. Il est question de la première entreprise béninoise à monter en bourse, la Loterie nationale du Bénin. Et pour toute l'Afrique, c'est aussi une première d'avoir une société de ce secteur introduite à la côte de la bourse régionale des valeurs mobilières. C'est aussi le moment choisi par l'État béninois pour céder jusqu'à 45% de son capital au grand public. Je voudrais me permettre, avec humilité, de dire aux potentiels investisseurs qui sont dans cette salle que ce n'est pas orgueil que nous allons nous mettre à la hauteur de notre engagement. L'argent que vous placerez sera multiplié. Il sera nécessairement multiplié. Parce que là, dans le fond, étant aujourd'hui à la bourse, dans une compétition sous-régionale,
On n'a plus le sentiment de diriger l'entreprise. Nous avons le sentiment d'être des soldats sur le drapeau de notre pays. Nous avons eu des résultats hyper satisfaisants au sein de la Loterie nationale du Bénin. Donc si nous sommes là, c'est d'abord parce que la Loterie nationale du Bénin et son directeur général, M. Gaston Zossou, ont fait un travail extraordinaire. Et donc je voudrais commencer par le féliciter, demander de l'applaudir encore une fois. Parce que j'ai dit, ça fait bientôt 3 décennies qu'on a essayé de faire ce genre d'opération. Et ça fait maintenant un peu plus de 8 ans que nous sommes là et que nous avons mis en place de nouvelles règles de supervision des entreprises publiques. Mais je dois reconnaître que dans le portefeuille de l'État, l'entreprise qui a le plus suivi le pas, qui a fait le plus de résultats, c'est quand même la Loterie nationale du Bénin. Et c'est parce qu'ils ont fait ça que nous sommes ici ce soir. C'est un directeur général, quand il vous parle de sa société, vous avez envie de vous intéresser à la société. La coordination globale de cette première expérience est confiée à EDC Investment Corporation, membre du groupe EcoBank. Quelqu'un aujourd'hui qui achète une action, en l'occurrence celle de la LNB, a 2 avantages. Il vient acheter, être copropriétaire en fait d'une partie d'une entreprise, ça c'est le premier point. Et cette copropriété-là lui donne droit à des dividendes. Il va toucher des dividendes de manière annuelle, mais également il va bénéficier de l'évolution du cours sur le marché. C'est également une autre manière d'épargner. Vous avez le compte d'épargne, par exemple, dans nos banques, qui est rémunéré entre 3 à 3,50 par certaines banques. Alors le compte titre, donc les actions, ça reste également un moyen d'épargner. Mais avec une rémunération aujourd'hui sur les marchés, on a des rendements qui vont jusqu'à 8-9%. Mobiliser d'importantes ressources sans s'endetter, c'est l'ambition de l'État béninois qui compte aussi contribuer au développement du marché boursier. Quand vous avez entendu le directeur général, quand vous avez entendu les ambitions, avant 2016, on faisait moins de 10 milliards. On est à 100 milliards plus, fin 2023. Cette année, on va faire plus de 120 milliards. Donc on fait plus de 20% de croissance. Les actions à céder, librement négociables, coûtent chacune 4 800 francs CFA et sont au nombre de 9 millions. Avis lancé donc à tout investisseur. La conférence interafricaine des marchés d'assurance a établi ses quartiers dans la métropole économique Cotonou. À la suite de la conférence de Yaoundé, les experts de la CIMA passent en revue depuis ce 23 septembre les grands défis qui touchent le secteur. Une série d'activités qui doit prendre fin le 6 octobre prochain. Renaud Akako, Blaise Adonko et Alexis Segbemon pour les précisions. 2 fonctions essentielles sont dévolues aux structures et autres établissements d'assurance, la couverture du risque proprement dit et le recyclage de l'épargne ainsi dégagée au sein de l'économie. L'assurance est donc une industrie financière qui se consacre à la gestion du risque des agents économiques, particuliers et entreprises. Mais la réalité du secteur diffère d'un continent à l'autre. Face aux menaces de grande ampleur, les pays africains sont peu préparés à faire face aux sinistres. Et c'est ce qui justifie la tenue à Cotonou de cette conférence interafricaine des marchés d'assurance. Le Bénin est honoré d'accueillir cet événement qui témoigne de la coopération solide et l'harmonisation des efforts entre nos pays pour bâtir un secteur des assurances solide, inclusif et résilient. Cotonou est un cadre idéal pour des échanges fructueux et des réflexions stratégiques qui orienteront l'avenir de nos marchés d'assurance. Les experts présents à Cotonou sont venus de divers horizons. Dans la métropole économique, ils vont travailler à l'élaboration de contenus innovants pour impacter le grand public. Le choix de Cotonou, pour nous, devait constituer une rupture. Vous l'avez dit vous-même, rupture dans la mesure où le secteur de l'assurance, actuellement dans la zone francophone, ne joue pas le rôle qu'il joue en Europe et aux États-Unis. L'assurance dans ce pays est le véritable levier de la croissance. Dans nos États, ce n'est pas forcément le cas. L'impact de l'assurance va bien au-delà de l'économie. Elle permet à chacun de disposer d'une vie plus sûre et d'être moins exposé aux aléas de la vie. Et elle joue ainsi un rôle complémentaire à celui de l'État.
La CIMA, depuis sa création, a joué un rôle capital dans la promotion et la régulation des marchés d'assurance dans l'UEMOA et au-delà. Les travaux de ce comité sont donc d'une importance capitale. Nous avons donc la responsabilité de moderniser et de rendre plus efficace le système d'assurance dans nos pays pour protéger nos populations et accompagner nos économies vers un développement durable. Cotonou, carrefour des marchés d'assurance à l'échelle panafricaine. Du 23 septembre au 6 octobre 2024, ces experts vont tracer une nouvelle avenue pour l'essor de l'assurance sur l'ensemble du continent. De bonnes nouvelles à présent pour les étudiants en cette rentrée académique. Le transport estudiantin va reprendre de plus belle cette année après une suspension depuis février 2023. De nouveaux bus vont renforcer le trafic et le paiement des bourses va être une réalité. En assurance de toutes ces promesses, Éléonore Yaye-Ladécambre, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, elle évoquait les réformes liées aux allocations et transports universitaires lors de l'entretien accordé à la presse dans le cadre des 8 ans de mise en œuvre du PAG au niveau de l'enseignement supérieur. Heureuse Danandé nous en propose d'ailleurs un extrait de toutes ces assurances. Au début, il faut reconnaître que ces allocations ne sont pas payées au cours de l'année. On vient de très très loin. La rupture, avec son arrivée, a déjà formalisé, a fait 2 grandes actions. La première action, c'est tout ce qu'il y a comme dette. Ça faisait vraiment quelque chose de près de 14 milliards. Et le gouvernement de la rupture a payé d'abord ça pour dire il n'est pas bon et ce n'est même pas éthique de devoir à nos enfants. On leur donne ces allocations pour leur permettre de pouvoir continuer leur formation. Donc après cette action importante, on a procédé à la bancarisation qui était déjà de cours, mais à leur mensualisation maintenant. Et si bien que les allocations sont traitées exactement comme les salaires. Si le dossier vient et que l'apprenant, l'étudiant dépose son dossier en ligne et que la commission statue là-dessus, immédiatement, il reçoit le mois qui vient, il reçoit ses allocations. Actuellement, pour donner la preuve sur 30 000 dossiers, la direction de bourse a déjà traité près de 22 000 dossiers. Déjà, regardez à l'heure où nous sommes. Avant la fin de l'année, c'est terminé ça. Ça, c'est les allocations pour donner cet exemple. Maintenant, transport, ils veulent qu'on les mette dans de très bonnes conditions, mais ils veulent également qu'on puisse déjà réparer ceux qui sont là. On l'a fait. Eux-mêmes, ils sont venus nous voir et nous avons conclu qu'il faille absolument renouveler ces transports. D'ailleurs, les transports, ça se passe qu'à l'UAC. Alors que nous sommes en train de regarder comment l'étendre aux autres universités. Donc, on a attendu un peu, c'est vrai, mais c'est pour permettre de relancer, renforcer ce qui se fait avec de nouveaux bus et adresser les autres universités. Combien n'êtes-vous pas à croiser les doigts, prier, nourrir toute une journée le retour sain et sauf de vos enfants partis du moins très tôt pour l'école. Des familles perdent des enfants dans des accidents de la route. Une triste réalité qui prend corps cette année encore avec le début de la rentrée des classes. Dans la Donga, vous allez le voir, les enfants encourent déjà ces graves risques quand ils quittent la maison pour l'école ou lorsqu'ils sortent des cours pour regagner le cocon familial. Rentrée scolaire, traversée de la route, l'instant de tous les risques. C'est le reportage que nous proposent Jean-Claude James et Yves Agodopessi. À première vue, la scène paraît banale et peut faire rire certaines personnes. Mais avec tous les risques, ces 2 écoliers n'ont pas pu traverser la route dans l'indifférence totale des usagers. Un spectacle désolant qui s'observe durant les 9 mois de cours. Et cette situation est un peu grave ici parce que rien n'est réglementé, les enfants traversent n'importe comment et inconsciemment se font écraser par les véhicules. J'avais vu une fois un cas comme ça et des choses comme ça font perdre les jeunes, les futurs cadres, c'est triste. Même au boulot, je n'ai pas le cœur apaisé. Je suis souvent apeuré quand 17h sonne ou bien quand midi sonne. Parce que mes enfants ne sont pas souvent convoyés par nous-mêmes. C'est eux-mêmes qui traversent la voie.
Selon le rapport de 2019 sur la sécurité routière, 300 enfants meurent chaque jour sur la route au niveau mondial. Les plus chanceux se retrouvent parmi les 1200 handicapés ou les 3000 blessés graves enregistrés dans ce laps de temps. L'heure est à l'action. J'invite le Centre national de sécurité routière à prendre des mesures adéquates au sein des grandes zones de traversée des enfants, comme dans d'autres villes, en mettant des mesures de sécurité, des mesures d'orientation, des guides. Les enfants qui quittent l'école, là, si c'est quelqu'un qui va garder les bâtons pour dire « Ah, c'est moi qui est ici » et il faut traverser, tous les véhicules avec moto, il va arrêter d'abord et l'enfant va traverser pour aller à la maison. Ce défi interpelle aussi bien les autorités, les ONG que les parents, grands perdants quand la traversée de la route coûte la vie à un enfant. Les premières réflexions ont commencé. La sécurité routière, c'est un enjeu majeur qui nécessite l'implication de tout le monde. Et fort de ça, moi, je voudrais que les parents commettent le service d'un convoyeur pour aider ces enfants-là à traverser la voie. Non, ça ne sera pas gratuit. On va convenir d'un montant de façon hebdomadaire ou bien mensuelle et intéresser ce convoyeur. La plupart des usagers de la route sont des pères et des mères de famille qui souhaitent revoir leurs enfants de retour de l'école. À ce titre, ils doivent garder à l'esprit que ces âmes innocentes, futurs cadres du Bénin, sont des piétons qui ont le droit de traverser la route en toute sécurité. Attention à la vitesse. Voyons à présent ces réformes du gouvernement qui font plus d'un heureux. Il s'agit entre autres du projet de loi établissant un cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin et du décret fixant la date de célébration de la fête des religions endogènes. Elles sont saluées par le président du Conseil suprême national de la chefferie traditionnelle au Bénin, Firmin Bassao, Calvador Arwanou. Le Bénin franchit une étape dans la consolidation de la chefferie traditionnelle avec la présentation d'un projet de loi visant à établir son cadre juridique. Le projet de loi soumis à l'Assemblée nationale pour examen et vote s'inscrit dans le respect de la Constitution révisée qui reconnaît la chefferie traditionnelle comme gardienne des us et coutumes. Une décision saluée à sa juste valeur par le président du Conseil suprême national de la chefferie traditionnelle du Bénin. Ce que le président a fait pour assainir la chefferie, c'est très important. Là, les autres vont nous connaître de plus. La date du 10 janvier, autrefois choisie pour célébrer les religions endogènes, est désormais modifiée. Sous l'appellation de Vodun Days, la fête sera désormais célébrée le second vendredi de janvier de chaque année et le jeudi précédent également férié. Vodun Days, 2 jours de férié, c'est très important pour la nation. Nous voyons les musulmans qui quittent ici pour aller en Arabie Saoudite. Et nous voyons les catholiques qui sont allés à Dassa pour le pèlerinage. Nous voyons le christianisme céleste autour de la mer Semekodji. Le Ouida, c'est notre pèlerinage de la chefferie traditionnelle du Bénin. C'est ça qui va nous réunir tous ensemble, chaque année. Une loi déjà promulguée par le chef de l'État donne désormais la possibilité d'acquisition de la nationalité béninoise par reconnaissance aux afro-descendants. Les afro-descendants, ils sont de l'Afrique, pratiquement à Dahomey. Ce que le président a fait, c'est les ancêtres qu'il a mis dans sa tête de faire tout ce qu'il est en train de faire. Parce que tout ça là, c'est un développement total pour la nation béninoise. Au-delà d'un sentiment de fierté, ce sont les générations futures qui en profiteront, reconnaissent les garants de la tradition. On est aujourd'hui le 2 octobre, c'est la journée internationale de la non-violence, une date qui marque l'anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi, pionnier de la philosophie et de la stratégie de la non-violence. La journée est donc l'occasion de diffuser des messages relatifs à la non-violence, à la culture de la paix et de la tolérance. Que comprendre par la non-violence? Le sociologue Claude Azaloutingbe décortique le thème au micro d'Ariane Da Silva. La non-violence est une attitude positive
qui fait la promotion de tout ce qui est pensée, action, qui va à l'encontre en fait de l'usage de la violence. Le premier avantage dans la promotion de la non-violence, c'est d'abord la paix. Le deuxième avantage, c'est le développement intégral de l'individu. Le troisième avantage, c'est le développement communautaire, parce que cette non-violence favorise un certain nombre d'interactions sociales. Le quatrième avantage, c'est le changement social et même, je vais au-delà pour dire le changement politique. Le changement social permet une évolution des valeurs. On note au niveau de l'interactionnisme symbolique que les individus préparent une société futuriste qui va permettre à eux-mêmes et à leurs descendants de s'améliorer, véritablement de progresser au niveau du développement. Aujourd'hui, on remarque malheureusement beaucoup de conflits au niveau de notre planète. L'espoir, en fait, est que tous ces pays puissent revenir véritablement au dialogue et à la non-violence, parce que c'est lorsque le dialogue disparaît que la violence commence par apparaître. On se souvient quand même d'un certain nombre de changements politiques dans le monde qui ont été réalisés grâce à la non-violence. Par exemple, des actions menées par Mahatma Gandhi qui avaient impulsé un certain nombre de changements sociaux et politiques qui ont permis quand même à son pays de sortir de l'ornière. Vous allez au niveau de la psychologie sociale, ils vont vous dire que parfois, il y a des individus qui ont des conflits envers eux-mêmes. Donc, ça veut dire que la non-violence doit d'abord commencer par l'humain lui-même. Il faut que l'humain puisse arriver à faire taire les conflits en lui-même avant de chercher à faire taire les conflits avec les autres pour qu'enfin la société, les pays et puis toute la planète puissent véritablement amorcer ce changement positif qu'on souhaite tant qu'est la non-violence. Ce n'était donc pas faux. Le puits artésien de Khetin Sota dans la commune de Dangbo a bel et bien des vertus thérapeutiques. Qu'il vous souvienne, notre récente descente sur ce site, diffusée sur votre écran, eh bien à la suite des expérimentations de citoyens béninois, mais aussi des lignes qui semblent bouger pour la valorisation de cette ressource naturelle. Toutefois, des difficultés subsistent encore. L'une des meilleures voies d'accès est toujours impraticable. On fait le constat avec William Choki dans le dossier du jour. Ils en profitent, ces enfants, autant qu'ils le peuvent. Ils prennent leur bain chaud, font la lessive avec cette eau aux vertus thérapeutiques, voire miraculeuses. Mon père, non, la maman du curé de notre paroisse est tombée malade. Ils ont tout fait. Elle n'a pas trouvé guérison. Il a fallu qu'elle commence par prendre son bain avec cette eau, puis elle s'est retrouvée. Nous sommes au pied du puits artésien de Khetin Sota. Près de 7 décennies déjà que cette eau jaillit abondamment. Ici, le thermomètre indique plus de 48 degrés Celsius. Depuis notre dernier reportage, les choses semblent bouger sur le site. Des bacs installés pour des bains thérapeutiques. Ce septuagénaire a dû avaler près de 70 km de trajet. Il vient profiter, et à moindre coût, de ce soin corporel qu'offre ce puits artésien de Khetin Sota. Je sentais quelques petites douleurs dans les membres il y a quelques jours. Et maintenant, je sens que les membres se libèrent, quoi. Pour en arriver là, cette eau chaude a été drainée à travers une canalisation, une solution précaire qui pourrait attirer plus d'un, mais il y a un couac. La voie d'accès pour désenclaver ce village, puis accéder au puits artésien, est impraticable. 27 km seulement, et encore, même les gens disent que c'est 26. Et ça a été mesuré à vol d'oiseau par, comment est-ce qu'on appelle, des satellites qui ont pris les images de toute cette voie-là, tronçon par tronçon, et qui ont calculé, justement, c'est eux qui ont calculé et qui nous ont dit que la traversée fait 27 km avec une petite bretelle pour sortir de la voie pour aller à Adekenhoukoué.
27 km pour joindre la commune d'Ortois d'Abomey-Calavi. Via ce village, moins de 30 km à aménager pour faciliter l'écoulement des produits vivriers de la basse vallée de l'Ouémé. Il y a de la patate douce, il y a de la tomate, il y a du piment, il y a toutes sortes de choses. Mais ces choses-là, quand on les produit, nous n'avons pas de voie pour les transporter sur les marchés que l'État nous a construits. Donc, l'impraticabilité de cette voie entraîne des pertes. Le ministre Kossi Dossoui a dit en 2021 à Dangbo ici que si on doit désenclaver la vallée de Dangbo, c'est ici. C'est la côte de référence que je dis là. Si on passe par Dangbo et qu'on passe par Porte-Novo, eh bien ça fait 60 km. Mais si on prend par ici et qu'on va à Kassato, eh bien on n'a que 27 km à faire, 25 km même à faire. En attendant l'aménagement de ce tronçon, autrefois principale voie d'accès à la vallée de l'Ouémé, les produits vivriers tardent à joindre les marchés. Les populations, elles, souffrent le martyre. Et ce nouveau site touristique de Hétisota reste inaccessible pour le... La mémoire de Joël Bouillot, désormais ancien secrétaire général de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, est encore vive après son décès. Pour ses collaborateurs, une délégation du ministère des Petites et Moyennes Entreprises s'est rendue sur place à la CMA pour présenter ses condoléances. Elle s'est retrouvée devant une famille professionnelle éplorée qui a encore les larmes aux yeux. Le détail avec Rachad Moussa, Bénédicte Possou et Saint-Tiche Quimpon. L'émotion est vive, la douleur difficile à cacher pour les membres de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, CMA. Joël Bouillot s'est éteint. Lui qui était le secrétaire général de la CMA, pièce importante dans la conduite des réformes pour une meilleure valorisation du métier d'artisan. La peine laissée par son départ est une évidence pour le ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Nous nous tenons prêts debout à côté de vous pour que le vide que notre ami Joël va laisser, qu'on puisse voir comment travailler avec ce vide et continuer d'avancer. C'est pour ça que je suis venu avec mes amis du cabinet, les autres membres du CODIR, pour vous renouveler nos condoléances de vive voix et vous souhaiter bon courage. Ce déplacement vers nous, qui vient à juste titre pour nous remonter le moral. Combien de fois nous sommes véritablement attristés, nous vous remercions. Les membres de la délégation ne sont pas repartis sans des inscriptions dans le cahier de condoléances. Un cahier qui va comporter à jamais des mots pour accompagner le repos éternel de Joël Bouillot, arraché à l'affection de ses proches le 27 septembre 2024. Un instant de lecture à présent dans ce journal avec un nouveau recueil qui se positionne sur le marché du livre, Aller simple pour hier. Une œuvre de 7 nouvelles d'Alice Daran, une socio-anthropologue de formation. La cérémonie de lancement de l'ouvrage a eu lieu à Parakou, sous les yeux d'Ikiliru Kunosero et Giscard Rakovi. Aller simple pour hier de Alice Daran Neshabigia. Un recueil de 7 nouvelles qui revient sur 25 ans en arrière. Les faits que je décris dans ce livre sont des faits de vie quotidienne qui se mirent aux réalités de la société béninoise et africaine, pourquoi pas. Et donc je vous emmène à travers ma plume dans ce voyage pour un aller simple pour hier. Ce recueil est donc un voyage à travers une variété d'histoires, celles de nos années d'école, dont les cours de récré regorgent de récits. C'est aussi l'histoire de Bindura et beaucoup d'autres histoires fascinantes. C'est un voyage que je vous emmène faire. Donc c'est une œuvre qui parle de beaucoup d'autres choses, de beaucoup des femmes à la rencontre de l'émancipation. Je parle de l'amour, je parle de l'infidélité, je parle de la stérilité, je parle de beaucoup des faits sociaux qui sont toujours d'actualité. Édité par Vénus et Ben du Bénin, sous la direction de l'agence sur mesure, Aller simple pour hier est préfacé par l'écrivain poète Jasmin Arossi Guézo. Nouvelles écrites il y a 25 ans derrière qui sont restées dans un tiroir, méritaient d'aller rencontrer un public, méritaient de s'inscrire dans le répertoire des
des œuvres littéraires béninoises et c'est essentiellement ce qui nous a décidé à regarder de près. Et ensuite, évidemment, on s'est pris d'intérêt pour les écrits de Mme Alice Daran et on a décidé de faire le chemin avec elle. Cédé à plus de 170 000 francs CFA lors de cette vente à l'américaine, le recueil aller simple pour hier de 115 pages force l'admiration du lecteur et Alice Daran, socio-anthropologue, devrait bientôt faire des émules. C'est un message d'encouragement pour les femmes, pour leur dire d'oser et surtout d'être endurant et téméraire comme Alice. C'est une femme battante, une femme endurante qui sait quand elle veut quelque chose se battre pour l'avoir. Et je conseille vivement cela à toutes les femmes et notamment à ma fille Alice qui est son homonyme et qui est aussi une passionnée de lecture. Elle dévore les livres et j'aurai un grand plaisir de lui offrir cet ouvrage. Aller simple pour hier est déjà disponible dans les librairies de Parakou et de Cotonou au prix de 3 500 francs CFA. Place à présent autour de l'actualité hors de nos frontières avec en premier lieu le Sénégal où les législatives pourraient voir se répéter le scénario des présidentielles. L'ancien président Macky Sall est désigné tête de liste de l'une des coalitions de l'opposition, alors que le PASTEF au pouvoir a choisi le Premier ministre Ousmane Sonko. On fait le tour avec Esther Amessiga. L'ancien président sénégalais Macky Sall a été officiellement désigné tête de liste de la coalition d'opposition Taku Wallu Sénégal pour les législatives anticipées prévues pour le 17 novembre 2024. Cette décision marque le retour politique de Macky Sall après avoir quitté la présidence il y a quelques mois. Pour ces législatives, il va affronter de nouveau le Premier ministre en exercice, Ousmane Sonko. Ce dernier est également désigné tête de liste de son parti PASTEF pour aller à la conquête d'une majorité à l'Assemblée nationale. Si les candidatures de Macky Sall et d'Ousmane Sonko sont validées par la Direction générale des élections, le Sénégal assistera à une nouvelle confrontation entre ces deux figures majeures de la scène politique. En Tunisie, à 5 jours seulement du scrutin, Ayachi Zamel, candidat à la présidentielle du 6 octobre, a écopé d'une peine de 12 ans de prison. L'ancien député avait déjà été placé en détention et successivement condamné à 20 mois puis à 6 mois de prison pour falsification de documents. L'homme de 47 ans était poursuivi pour avoir enfreint les règles sur les parrainages. Les proches et les avocats d'Ayachi Zamel y voient une tentative de court-circuiter sa candidature. Ils assurent aussi que des pressions ont été exercées sur des citoyens lui ayant apporté leur soutien pour qu'il se rétracte et porte plainte contre lui. Le procès de 4 journalistes russes accusés d'avoir collaboré avec l'organisation classée extrémiste de l'opposant mort en prison Navalny a débuté ce mercredi à Moscou dans un contexte de répression exacerbée dans le pays. Les 4 journalistes encourent jusqu'à 6 ans de prison. Le mouvement de Navalny, opposant numéro 1 au président Vladimir Poutine, a été méthodiquement éradiqué ces dernières années et ses alliés et partisans ont été poussés vers l'exil. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très bientôt, toujours avec ce même plaisir. Bonsoir chez vous.